Situé entre la vallée du Rhône et les Cévennes, le Gard doit son nom à un cours d'eau, le Gardon. Depuis des siècles, cette rivière creuse dans le calcaire des gorges impressionnantes. Un paysage sauvage qui abrite une merveille de l'Antiquité, un des trésors de notre patrimoine. Le pont du Gard. Avec ses 3 rangées d'arches, ce pont est le plus impressionnant du monde romain. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est 8h30. Les premiers visiteurs arrivent au pont du Gard. Pascal Sabatier commence sa journée de travail. Depuis 16 ans, Pascal est responsable de l'entretien du site. Natif de la région, il a choisi ce métier pour continuer de vivre à côté du géant qu'il vénère depuis toujours. Me voilà, voilà le magnifique, le roi des lieux. C'est le mien, je le partage quand même avec à peu près 1 400 000 visiteurs. Mais bon, comment ça va? Il est là, il se plante là devant nous. Même, c'est quand même extraordinaire, c'est magnifique. Et en plus, tu viens là bosser le matin. Depuis tout petit, tu y viens parce qu'on t'y a amené pour les vacances, pour venir pique-niquer, pour à la pêche. Et moi, j'ai la chance de venir là le matin. Et en plus, de nettoyer et de faire en sorte que ce soit propre. De le laisser dans son écrin, là, comme ça, naturel. Pascal se dirige vers la plage Rive Droite, la plage la plus fréquentée du pont du Gard. On va descendre. On est quand même mieux là qu'en centre-ville, non? Qui c'est qui se lasse de ça? Pour Pascal, s'occuper de la propreté et du nettoyage du site est plus qu'un métier. C'est sa manière à lui de préserver le pont. Mais chaque jour, il constate le manque de respect des visiteurs pour le site. Alors les gens, on leur a dit que pour la santé, il fallait boire de l'eau minérale, que c'était bien, ça purifiait leur corps. Et à 50 mètres de la poubelle, ils jettent par terre. Je sais pas, une fois que ça leur a fait du bien au corps, ça leur fait pas du bien dans la tête. Moi, si j'ai un peu de fierté à ramasser les poubelles à 40 balais, c'est d'abord de le faire ici. Parce que c'est pas une fierté de ramasser tout, même si c'est important. Mais c'est surtout que... Pardon. C'est surtout que quand les gens vous parlent du pont, ils viennent dire il y a ci, il y a ça. Mais surtout, chaque fois, ça revient, c'est propre. Et ça, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir à mes gars aussi. Voilà. Classé grand site de France, le pont du Gard est aujourd'hui le monument antique le plus visité de notre pays. Alors les tirs qui ressortent, en fait, on appelle ça des... Sonia Sabatier est la femme de Pascal. Comme lui, elle voue une véritable passion au pont. Elle est guide depuis 12 ans et ce qu'elle aime, c'est rappeler pourquoi un tel ouvrage a été construit. La construction de la voûte. Ici, ce n'est que le soutien de cette partie qui est la plus importante qui va servir au transport de l'eau. Donc on est vraiment dans une construction d'un monument utilitaire. Un monument utilitaire qui depuis 2000 ans surplombe le Gardon. Témoignage du génie des Romains, son édification commence au 1er siècle après Jésus-Christ.
Sa construction nécessite 1 millier d'ouvriers pendant 5 ans. Aujourd'hui, Sonia nous emmène dans la partie du pont qu'elle préfère. Un lieu gardé par une porte toujours verrouillée. Alors, je vous emmène dans un endroit un peu caché du pont du Gard. C'est la canalisation, là où passait l'eau à l'époque antique. C'est un endroit qui n'est pas forcément accessible au public pour une question de conservation et de préservation du monument. On l'ouvre occasionnellement dans le cadre de visites guidées ou pour événements exceptionnels. Donc ici, on se trouve à un endroit où il manque à peu près 100 mètres du pont du Gard, entre 90 et 100 mètres. C'est à la fin de vie finalement de l'aqueduc de Nîmes, où les gens, les locaux, sont venus prendre des pierres du pont du Gard pour construire des églises, des châteaux, des habitations environnantes du pont du Gard. À l'époque romaine, la réalisation de cet ouvrage est une véritable prouesse technique. 400 litres d'eau par seconde coulaient ici, suivant une pente imperceptible. Une canalisation rendue étanche grâce à un élément très particulier. Alors ici, on est vraiment au cœur de la canalisation de l'aqueduc. Et on se trouve à un endroit qui est très important au niveau de la construction de l'aqueduc de Nîmes et du pont du Gard en particulier. C'est le système d'étanchéité pour éviter les fuites justement à l'intérieur de cette canalisation. Donc nous avons une sorte de béton romain qui est fait à base de chaux. Et par-dessus ce béton, on va apposer une peinture qui est rougeâtre, donc à base d'oxyde ferrique, et qui avait pour fonction de stopper l'ouvrier qui allait venir finalement travailler à l'intérieur pour enlever le dépôt calcaire, puisque l'eau était déjà très dure à cette époque-là, et que ce calcaire donc se dépose de part et d'autre de la canalisation. Et il ne faut surtout pas abîmer ce système d'étanchéité. Et donc la fonction première, semble-t-il, de cette peinture, c'était de dire stop au moment du nettoyage. Donc là, on est sous l'eau en fait. On est sous l'eau, oui. Donc il y avait à peu près 1,80 m de hauteur de canalisation. Donc voilà, ici nous sommes vraiment plongés au cœur même de l'aqueduc et de l'eau qui va arriver jusqu'à Nîmes. Quand on sait les moyens qu'ils avaient il y a 2000 ans, on est loin de nos machines actuelles. Donc c'est l'Empire romain. Voilà, c'est ça qui me fascine, c'est cette organisation romaine des grands travaux. Symbole de la puissance romaine, le pont du Gard est un chef-d'œuvre. Ses dimensions sont colossales. 360 mètres de long, 48 mètres de haut. À la nécessité de transporter l'eau, s'ajoutait aussi la difficulté de construire un ouvrage assez solide pour traverser une rivière aux crues redoutables. Mais le pont du Gard n'était que la pièce maîtresse d'un ensemble bien plus vaste. Un aqueduc de 50 km de long qui prenait sa source à Uzès. Une canalisation hors norme qui transportait l'eau jusqu'au terme et au jardin de Nîmes. Nîmes est alors une cité romaine depuis plus de 3 siècles. Une ville à son apogée, l'une des plus importantes de la Gaule romaine. Cette période prospère voit la naissance de monuments grandioses comme cet amphithéâtre, l'un des mieux conservés du monde romain. Voici la partie la plus sauvage du Gardon. En amont du pont du Gard, la rivière déroule ses boucles sur une vingtaine de kilomètres. Au cours du temps, l'eau a façonné ces impressionnantes falaises de près de 200 mètres de haut. Elle a dessiné ce canyon pour se faufiler un passage des Cévennes au Rhône.
Ce paysage spectaculaire abrite un patrimoine naturel d'une grande richesse. Chaque année, 450 000 personnes viennent profiter des merveilles des gorges du Gardon. Un site fragile, sous haute surveillance. Nous sommes au mois de juin. C'est le début de la saison touristique et les policiers de l'environnement sont déjà à pied d'œuvre. On va regarder s'il y a un petit peu du monde. Leur tournée commence par un endroit exceptionnel, le site du Castellas. C'est quand même pas mal, quoi. Il y a en général pas mal de fréquentation. En plus, il y a de l'eau, il peut y avoir du canoë. On voit pas de traces de moto, on va en voir rien. Le but, c'est d'informer, d'expliquer et d'amener les gens ensuite à communiquer entre eux et s'expliquer pour quelles raisons cet endroit-là est protégé. Et on le voit pourquoi c'est protégé, parce que c'est magnifique. Canoë, baignade, randonnée, escalade, les amateurs de nature trouvent ici de quoi satisfaire toutes leurs envies. Ça démarre. Ça démarre là? Ah ouais, d'accord. On n'est pas venu à pied. C'est la première fois que vous venez ici? Oui, c'est la première fois. D'accord. Et vous êtes parti de Colias ou vous arrivez de plus Non, haut? on vient de Colias. Ah d'accord. On est Vous avez pas fait un grand tour, On est au quoi. Campilly, on a fait une petite balade. D'accord. On va écouter bonne C'est une belle région. d'après-midi. Bonnes vacances. Au revoir. Allez, au revoir. À chaque sortie, les policiers parcourent environ une dizaine de kilomètres. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Police de l'environnement. Bon, vous êtes en vacances dans la région? Oui. Exactement, on passe un petit week-end. D'accord. Donc on en profite pour vous dire, comme c'est un site qui est relativement protégé, donc de penser à ramasser vos détritus et de ne pas faire de feu. C'est interdit là, au niveau du département. Ouais, on est au courant. D'ailleurs, je vois qu'il y en a un qui fume là, une cigarette comme ça en période estivale, quand la végétation est vraiment sèche, avec un petit vent comme il fait là. Un mégot comme ça est capable de mettre le feu, quoi. D'accord. Écoutez, je vous remercie, bonne fin d'après-midi et peut-être à bientôt. Au revoir. Allez, bonnes vacances, au revoir. Au sommet des gorges, les policiers veulent s'assurer que personne n'emprunte ce sentier fermé au public pour protéger la faune. Bonjour. Bonjour. Police de l'environnement. Bonjour, vous êtes sur un chemin que vous ne pouvez pas emprunter. Est-ce que vous avez fait attention au panneau qui est un peu plus loin? Non. Donc on va vous demander d'emprunter un autre chemin de façon à contourner l'aire de protection. On peut pas marcher? Oui, tout à fait. Vous pouvez marcher sur l'autre chemin de randonnée, mais par contre, vous ne pouvez pas accéder à ce site-là. Si on y va, ça a quelles conséquences pour... Oui, d'une manière générale, ce site-là est protégé pour les grands rapaces, aigle de Bonelli et vautours perlomtères. C'est des espèces qui nichent dans la zone, dans les gorges. Et le simple fait de passer, de les déranger, ça peut engendrer un mouvement des parents qui vont laisser les œufs vont se refroidir. S'il y a les poussins, le fait de laisser les poussins comme ça, sans protection, ça peut engendrer de la prédation. Donc c'est bien pour ça que c'est interdit. Franchement, je vous conseille de faire le tour, quoi. D'accord. Voilà. Bon, on va faire un détour. Ok, écoutez, donc vous prenez là-bas, on vous suit. De toute manière, nous aussi, on quitte l'endroit. Hein? Ok, d'accord. Allez, bonne promenade. Au revoir. Merci. Les rapaces que veulent protéger ces policiers vivent dans les falaises. Certains sont en grand danger d'extinction, comme le vautour percnoptère, un oiseau rarissime. Discret et très farouche, les adultes vivent en couple et s'installent dans les creux de la paroi pour mettre au monde et élever leurs petits. Dans les gorges du Gardon, il ne reste plus qu'un seul couple de vautours percnoptères. Les deux oiseaux font donc l'objet de toutes les attentions. Élodie Apessetch et Guillaume Fréchet travaillent pour le syndicat mixte qui gère les gorges.
Chaque semaine, il distribue ses abats pour les rapaces qui ne trouvent plus assez de nourriture dans la nature. Ils espèrent ainsi attirer de nouveaux vautours percnoptères pour que l'espèce s'implante ici durablement. Sur la placette, on peut avoir du grand corbeau régulièrement, des milans noirs en grand nombre. Là, il y en a à peu près une 60aine qui tournent. Et enfin, le vautour percnoptère. Très craintifs, les oiseaux attendent que tout le monde soit parti pour venir se nourrir. Les premiers arrivés sont des milans noirs. Ces charognards nichent en très grand nombre dans les gorges. Mais il faut attendre très longtemps pour qu'enfin, le fameux percnoptère ose se poser. Seule face au milan, cette femelle hésite d'abord à s'approcher. Finalement, elle grappille de petites quantités de viande qu'elle mange à l'écart des autres oiseaux. Cette image est unique. C'est la première fois que ce vautour est filmé dans la région. Quelques jours plus tard, au pied de la falaise, nous retrouvons Élodie. Avec Thibaut Clémencet, elle fait partie des équipes qui, toute l'année, préservent la biodiversité des gorges du Gardon. Aujourd'hui, il s'attaque à un envahisseur qui colonise la garrigue, le figuier de Barbarie. Sur ce terrain escarpé, un seul moyen de lutte, l'arrachage manuel. Une tâche de longue haleine. Là, ça fait quelques mois qu'on y est, par équipe de 2 depuis l'automne. Et après, il va falloir renouveler un passage annuel, en fait, avant que les figues apparaissent et que les graines puissent se propager de nouveau. Originaire du Mexique, le figuier de Barbarie a été importé en Espagne au XVIe siècle. Très prolifique, il a colonisé ensuite tout le bassin méditerranéen. Aujourd'hui, cette plante avec ses feuilles en forme de raquette est présente dans tous les jardins de la région. Mais les figuiers de Barbarie sont un véritable fléau pour toutes les autres espèces végétales. Alors les figuiers de Barbarie, en fait, la plupart du temps, sont disséminés par les oiseaux qui consomment les figues. Et en relarguant les graines, en fait, elles regerment et se réimplantent ailleurs. Et sinon, c'est une espèce aussi qui peut se multiplier par multiplication végétative. En fait, quand on a des raquettes qui tombent du haut de la pente, elles s'implantent et elles sont retenues par la végétation existante. Là, on peut le voir, hein, il y a des jeunes pousses. C'est des raquettes qui sont tombées, les racines se développent, et après on a des jeunes pousses qui s'implantent dessus, et ça redonne des individus comme on a vu un peu plus haut. Et du coup, ces espèces comme le genévrier de Phénicie qu'on peut avoir ici, qui sont des espèces patrimoniales qui sont intéressantes à conserver, le figuier va s'implanter au pied de cette espèce tranquillement, va grandir et petit à petit va l'étouffer et cette espèce va mourir. Depuis le début de l'année, Élodie, Thibaut et leurs collègues ont arraché plus de 5 tonnes de figuier. Et le travail est loin d'être fini. Au cœur de ce milieu aride, fait de calcaire et de garrigues, la rivière offre depuis toujours un refuge à une autre espèce rarissime, le castor. Longtemps chassé pour sa fourrure, cet animal est un rescapé. Il y a plus de 15 ans, Gilles Larnac a créé une association pour mieux le faire connaître. Aujourd'hui, ce passionné emmène Dominique Pain, une naturaliste, découvrir les gorges pour la première fois. Un des méandres du Gardon, assez exceptionnel. C'est aussi, curieusement, l'habitat du castor.
Et je pense que des secteurs comme celui-ci, difficiles d'accès, atypiques, voilà, cachés dans des grottes, eh bien, c'est grâce à ces sites-là en fait, que l'espèce a pu survivre finalement. En contrebas, Gilles a repéré les traces d'une famille de castors. Il a installé un piège photo car il veut vérifier s'il y a eu reproduction. Dès son arrivée, il remarque sur la berge un détail qui ne trompe pas. Bonne nouvelle, le piège photo est bien là. Ouais. Et si tu regardes, tu vois, il y a un nouveau dépôt de castoreum, là, le petit monticule de sédiment qui a été gratouillé. C'est un liquide que l'animal sécrète pour marquer son territoire, pour informer les autres castors que c'est bien ici chez lui. Dans ce boîtier, Gilles a dissimulé un appareil photo. La nuit, quand un animal passe à proximité, une cellule déclenche l'enregistrement d'une vidéo. 12. Ah bah c'est renard. Excellent. Tout fin, mais... Bon, c'est pas le castor, hein, mais effectivement, c'était un renard. On va aller directement à la nuit suivante. Donc on va essayer celle-ci. Ouais. Donc il y en a un qui vient gratouiller. Il est sur la berge, attentif, qu'est-ce qui se passe? Il sent un petit peu son environnement et il gratte avec ses pattes avant un petit monticule de sédiment. Il va faire son dépôt de castorium. Si on regarde, clairement, grosse femelle, on voit des tétines avec, qui sortent du pelage. Donc là, c'est une grosse femelle qui est en train d'allaiter ses petits. Donc il y a eu reproduction sur le site. Il y a eu reproduction sur le site. Et hop, elle repart à l'eau. Pour mieux sensibiliser le public à la présence des castors, Gilles est devenu photographe. Il prépare actuellement plusieurs expositions et un livre qui vont rassembler ses meilleurs clichés. Il y a 50 ans, il restait le long de ces berges moins d'une quarantaine de castors. Il serait plus de 1000 à y vivre aujourd'hui. Ces castors sont aussi la préoccupation d'Élodie et de Thibaut. Ce matin, ils partent relever les indices de leur présence. Au pied de cette falaise, ils ont repéré une cavité qui pourrait abriter une famille. Alors là, on a plusieurs gîtes à aller inspecter, sous les rochers juste en face. Donc on se prépare de façon à pouvoir accéder sous l'eau pour visiter les cavités et voir si on a des individus ou pas. Contrairement à leurs cousins d'Amérique du Nord, les castors du Gardon ne construisent pas de grands barrages en bois sur le cours d'eau qu'ils habitent. Difficile de repérer les signes de leur présence à cause du manque de visibilité. Depuis la rive, Élodie est aux aguets. Je surveille s'il n'y aurait pas un castor qui serait dérangé et qui essaierait de s'échapper de l'autre côté. Pour se protéger des prédateurs, les castors creusent l'entrée de leur gîte sous l'eau, à 1 ou 2 mètres de la surface. Il est accessible par une galerie qui mène à une ou plusieurs chambres bien au sec. Et c'est ici que les femelles donnent naissance à leurs petits et les élèvent. Élodie, c'est pas trop incompatible la présence d'espèces sauvages comme le castor et la fréquentation de la En rivière canoë? par les canoës? Non, ce qui se passe, c'est que le castor est une espèce nocturne. Donc déjà, la fréquentation n'a pas lieu au même moment. Et puis, comme on a pu le voir aujourd'hui, c'est une espèce assez discrète. Les gens défilent tout le long du Gardon sans se rendre compte qu'il y a des traces sur les bords, qu'il y a des gîtes ou des terriers. Donc c'est ce qui joue en sa faveur. Ça va Thibaut? Ça va. Bon, il y a pas mal de gîtes. Ouais. Beaucoup qui sont pas occupés, mais je pense qu'il y a au moins un gîte principal. Il y a pas mal de traces de bois rongés au fond. Donc... Il doit y avoir au moins une famille ou des subadultes qui sont là. Ok, super. Installés sous les rochers. Je vais prendre un petit point GPS. Ouais. Cette inspection, elle nous permet d'avoir un suivi très fin des familles, de savoir un peu quels sont les gîtes utilisés, à quelle période de l'année. Et puis, en inspectant ces gîtes, on espère aussi voir des animaux, même si c'est assez rare.
Ça nous permet d'avoir des informations sur les succès de reproduction, éventuellement sur la présence des subadultes encore dans les familles. À quelques kilomètres de là, c'est à proximité du pont de Collias, un petit village situé en bordure du Gardon, que nous retrouvons Gilles Larnac. Aujourd'hui, il conduit un groupe à la découverte du comportement des castors dans leur milieu naturel. Monsieur Castor est arrivé. C'est le discours du président qu'il avait. Ouais. Alors, à l'œil nu, vous pouvez deviner un animal qui nage de gauche à droite, qui est dans cette direction, qui va très doucement, et vous voyez que la tête qui dépasse. Donc je vais faire la mise au point. Et hop. Tranquillement, un castor se dirige vers la berge pour y chercher de la nourriture. Le groupe de Gilles est aux premières loges. Quelques minutes plus tard, un deuxième castor regagne son terrier. C'est probablement une femelle, pressée de retrouver ses petits. C'est la première fois que vous observez des castors comme ça? Ouais. Impressionnant. D'autant plus que c'est des endroits que je connais, on y vient régulièrement et on s'imagine pas qu'il y a ces animaux-là sous nos pieds. Et le fait d'être là, de les observer, on peut passer 10 fois à côté, on s'en rend même pas compte. Quand on prend le temps d'observer, effectivement, surtout je crois que ce soir on a beaucoup de chance, après ce que j'ai pu comprendre, parce qu'on en voit beaucoup. Beaucoup plus que d'habitude. Ouais, c'est impressionnant. Toujours aussi passionné, Gilles a une façon bien à lui de raconter comment le castor ronge les arbres pour manger les feuilles. Notre copain castor s'approche doucement. C'est le noir, il fait nuit. Il regarde autour de lui, il n'y a personne, c'est bon, il est tranquille. Il va pencher la tête sur le côté, planter ses incisives du haut dans le tronc et donner des coups de mâchoire avec les incisives du bas. Et l'arbre, il tombe. Partager ces moments assez forts avec tous ces gens qui vivent un moment fort, il me semble, dans leur vie. C'est des choses qui se souviendront longtemps, je l'espère en tout cas. Ça participe à la conservation de l'espèce, à la prise de conscience que nous avons dans notre patrimoine naturel, une espèce comme le castor qui est méconnue, mais qui est si attachante. À une quinzaine de kilomètres des gorges du Gardon, entre Plaine et Garrigues, voici un des joyaux du Languedoc, la ville d'Uzès. Cette cité médiévale domine toute la région. Au sommet de la colline, les rues s'enroulent autour d'un monument unique. Le palais ducal. Ce château appartient à la même famille depuis presque 1000 ans. Le duché d'Uzès est aussi le plus ancien duché de France. Un titre attribué au XVIe siècle par le roi Charles IX au premier duc d'Uzès, Antoine de Crussol. Mi-forteresse médiévale,
Mi-palais Renaissance, ce château a été profondément remanié au cours des siècles. Dans la cour d'honneur, ce décor classique est l'un des premiers de ce type en France. Au-dessus, la tour Bermonde, un donjon du XIIe siècle. L'intérieur du château retrace la vie de cette famille qui a traversé toutes les époques, du Moyen Âge au temps moderne. Au premier étage, cette succession de salons 18e et cette chapelle gothique sont ouvertes au public toute l'année. Mais le duché renferme aussi des joyaux plus secrets et bien gardés. Aujourd'hui, Jacques de Crussol, l'actuel duc d'Uzès, souhaite partager ce patrimoine. Avec lui, nous accédons à une petite tour médiévale qui jouxte le donjon. En haut des marches, un véritable trésor qu'il a décidé de transmettre aux archives nationales. Nous sommes dans la salle des archives du duché, l'ancienne chapelle castrale, et le document le plus ancien de ce chartrier est de 1144. Donc il conserve toutes les mémoires de notre maison depuis 9 siècles. Dans ce chartrier se trouvent des documents aussi variés que des récits de voyage, des titres de propriété ou des inventaires. 1461. Parmi eux, ce document qui date de 1461. Écrit en latin. Cette collection d'archives, unique en France, a bien failli disparaître en 1789. Au moment de la Révolution, cette chartrier était sauvée parce que des révolutionnaires voulaient le brûler. Il a d'abord été muré par le régisseur de l'époque, et ensuite il a été évacué dans des tonneaux. Au lieu il l'a mis dans des tonneaux de vin, il disait qu'il sortait son vin du duché, il l'a mis dans les tonneaux, il est parti avec, et ça a aussi préservé. Donc on a un chartrier qui est intact, ça nous permet d'avoir donc ce témoignage qui va au-delà de la famille, mais de l'histoire de notre nation, une histoire collective. On y trouve aussi des lettres d'une valeur inestimable. Les courriers que se sont échangés, au siècle des Lumières, le duc d'Uzès et Voltaire. Cette lettre, c'est un document excessivement émouvant parce que c'est la première des 7 lettres que Voltaire a écrites au duc d'Uzès et qui décrit un peu l'histoire, les mœurs et les événements du moment. Alors cette lettre est datée du 11 septembre 1751 et puis sa signature, Voltaire. Jacques de Crussol nous emmène maintenant dans les combles du château pour une nouvelle découverte. Au bout de ce couloir, des armoires qui renferment des objets conservés par sa famille depuis des siècles. Une fois restauré, l'ensemble de cette collection sera présenté au public. Je vais vous prendre d'ailleurs une livrée personnelle qui date, disons, du 19e siècle, avec les boutons à nos armes. Et ici, vous avez encore quelques éléments complémentaires. Comme par exemple le chapeau de cocher, je vais vous montrer. Vous allez voir qu'il est assorti à la livrée. Il a les mêmes galons, les mêmes boutons. C'est un élément, disons, intéressant parce que chaque livret aussi avait ses galons, son bouton au chiffre et ses couleurs. Vous voyez qu'on retrouve ici sur la cocarde les couleurs de la maison de Crussol, le sang et azur, c'est-à-dire le rouge et le bleu, qui sont aussi les couleurs de la maison du roi. Mon souhait, c'est de pouvoir témoigner d'une époque à travers ces objets qui, attachés à une même famille, à une même maison, donnent cette continuité dans le temps et cette évolution dans le temps. Sa réputation, Uzès ne la doit pas uniquement au palais ducal. À quelques rues, un autre bâtiment exceptionnel. Une église qui domine, elle aussi, la ville depuis 1000 ans. La cathédrale Saint-Théodorite. Détruite par les guerres de religion, sa reconstruction s'achève au milieu du XVIIe siècle.
Et à côté, une curiosité, ce clocher rond unique en France, la tour Fenestrelle. À l'intérieur de la cathédrale, un lieu rarissime, situé au-dessus des chœurs. Une chapelle richement décorée, destinée à l'usage des hauts dignitaires du clergé de l'époque. Alors ici, nous sommes dans la chapelle de l'évêque, qui est un lieu que l'on ne visite pas habituellement, où vous pouvez vous rendre compte des peintures telles qu'elles étaient à l'origine, réalisées à la fin du XVIIe siècle. C'est par passion pour les trésors cachés d'Uzès qu'Anne-Lise Moreau est venue vivre ici. Depuis quelques mois, elle y exerce le métier de guide. Elle organise des visites à la découverte des merveilles de la ville. Parmi ces joyaux, cet orgue qui surplombe la nef de la cathédrale Sainte-Théodorite. Le seul en France à avoir conservé ses doubles volets peints recouverts d'or. Uzès est aussi un véritable conservatoire des architectures et des styles. Une ville remarquable pour ses hôtels particuliers. Il témoigne de la réussite des familles de marchands à la fin du XVIe siècle. Installées autour du palais ducal, ces riches demeures s'agrandissent au fur et à mesure des fortunes. Des ensembles prestigieux qui s'organisent autour de cours intérieures et de jardins. Au fil du temps, les notables affichent leur prospérité à travers les décors et les fastes des intérieurs et des façades. Alors, nous voici sur la place aux Herbes, la plus grande place et peut-être la plus belle place d'Uzès. Alors, vous avez sur cette place différents hôtels particuliers qui vont du XVIIe siècle, comme l'hôtel d'Alméras, jusqu'au XVIIIe siècle. Mais il y a 50 ans, ce patrimoine exceptionnel a failli disparaître par manque d'entretien. En 1960, il y a 2 immeubles qui s'effondrent place aux Herbes. Et là, vraiment, les Uzéciens prennent conscience de l'ampleur de leur patrimoine et de la vétusté dans laquelle ils se trouvent. À l'époque, à Uzès comme ailleurs en France, des centaines de bâtiments historiques vétustes sont menacés de destruction. Pour les protéger, Malraux, ministre des Affaires culturelles, crée en 1962 une loi qui instaure les premiers secteurs sauvegardés. Uzès fait alors figure de pionnière avec l'un des plus grands espaces protégés de France. Aujourd'hui, des chantiers y sont toujours en cours. Celui de l'hôtel Chambon-la-Tour, par exemple. Il y a quelques années, cet hôtel particulier était pratiquement à l'abandon. Vous lisez très bien la partie de 1699. Ariel Balmassière est en charge de sa rénovation. Aujourd'hui, cet architecte passionné d'histoire inspecte la façade avec Jacques Dreyfus des Bâtiments de France. Et tout projet. Une façade très composée. On pourrait penser qu'elle a été construite d'un seul jet. Ce n'est pas du tout le cas, parce qu'ils ont d'abord construit cette partie-là jusqu'à la limite de la porte Arfan. Et on voit très bien la deuxième partie a été construite un siècle plus tard, dans le même style. La limite, c'est un des plus beaux d'Uzès, il faut quand même le dire. C'est l'époque Louis XIVienne, où, à ce moment-là, d'ailleurs, Louis XIV souhaite que les gens qui assument un certain nombre de charges soient très représentatifs du pouvoir central Louis XIVien. Où on est sur le point. Oui. Dans quelques mois, s'ouvrira ici un hôtel de luxe. Pour Ariel Balmassière, le défi est de taille. Ah oui, donc ça a changé l'allure, là, c'est superbe. Le nettoyage des façades.
car l'architecte doit restaurer le bâtiment en l'adaptant aux contraintes modernes, tout en respectant les aménagements d'origine. Comme ce monumental escalier d'honneur du XVIIe siècle qui relie la cour du bâtiment au 3e étage. Oui, d'accord. Dans cette future suite, Ariel Balmassière a décidé d'ajouter un élément de décor. Avec les plafonds à la française, n'est-ce pas? Ce sont des plafonds à la française tout neufs. On a opté pour une création, parce qu'il n'y en a jamais eu, de plafonds à la française, typique musicien. Tout ça va rester enduit naturel, en finition lissée à la truelle. La transformation de cet édifice unique en palace lui donne aujourd'hui une seconde vie. Un véritable plus pour assurer sa pérennité. Un secteur sauvegardé, c'est pas fait pour mettre sous cloche un centre historique, c'est pas fait pour faire un musée, c'est une population qui habite, c'est une population qui a envie d'y vivre. Ce sont des habitants qui sont dans un quartier, qui sont en centre-ville et qui ont besoin d'avoir toutes les commodités dont on a besoin dans un centre-ville. Bientôt, le secteur sauvegardé d'Uzès va encore s'agrandir pour s'étendre à de nouveaux quartiers. Retour sur la place aux Herbes, où chaque mercredi et samedi se tient un marché haut en couleurs. Un lieu très fréquenté par tous ceux que ces produits authentiques séduisent. Allez, goûtez les bons pélardons. Parmi les stars du marché, Bernard Couder. Pélardon. Il vient ici 2 fois par semaine depuis 40 ans pour vendre ses produits. C'est un bon marché, puis il y a une bonne ambiance, c'est plaisant. Hein, voilà. Puis les gens sont sympas. Ouais. Et alors votre clientèle, c'est quoi? C'est des habitués, c'est des gens de passage? Et puis il y a beaucoup de gens de passage aussi. Ah ouais, parce que les gens ils aiment bien voir les pierres, tout ça. Ils viennent surtout sur la place aux Herbes pour voir des pierres. Hein. Et donc, par la même occasion, c'est aussi fromage. Et voilà. Ouais. Mais Bernard ne vend pas que des fromages. Il propose aussi une drôle de marchandise, des œufs d'autruche. Et moyen, mais j'en ai pas des moyens. Ah, ça fait 1,5 kg, hein. Regardez, soulevé. Dur à casser? Non, on fait un trou dessus, là. Combien vous êtes? Combien on est? 4. À 4. Normalement, ça fait 1,5 kg. Donc ça fait une omelette pour 8-10 personnes. Essayez avec eux déjà. Oui, c'est sûr. C'est dur, hein? Vendre des œufs et élever des autruches dans le Gard, c'est le défi que s'est lancé Bernard il y a une quinzaine d'années. Dans sa drôle de ferme, située à une quinzaine de kilomètres d'Uzès, il élève près de 350 animaux. Parmi eux, les fameuses autruches. Venez les cocottes, allez. Allez, vous venez? Un petit croissant, allez. Tiens, un petit croissant. Tiens. Tiens, tiens. Tout ça, c'est des femelles, là. Les mâles, en ce moment, il fait chaud. Je ne sais pas s'il fait chaud, ils sont calmes. Mais bon, ça va. Il n'y a rien à dire. Il y en aura bientôt plus. Hein. Tiens. Allez, les cocottes. Ça passe, là, hop. C'est là, hop. Ça descend. Maintenant, on va ramasser les œufs. Cocotte, tu me laisses ramasser les œufs? En quelques minutes, et sans effort, Bernard ramasse une dizaine d'œufs. La récolte est bonne. Hein? Ça te fait rien qu'on les ramasse? Hein? Ça te fait rien? On refera demain. Mais les autruches, les œufs, elles pondent leurs œufs à même le sol, comme ça? Ah ouais, ben là, c'est-à-dire qu'en ramassant les œufs tous les jours, normalement, elles font un nid. Mais comme on ramasse les œufs tous les jours, elles essaient de les cacher. On peut les manger à la coque, donc il faut acheter un petit appareil qui découpe, là, un genre de fraise de dentiste. Là. On enlève tout le couvercle. Là. Et à la coque, il faut 40 minutes. Et un œuf dur, 1h30. Un œuf dur, c'est magnifique. Hein. Un œuf dur, vous le coupez en tranches comme le foie gras, vous savez, des petites tranches comme ça, là. En lamelles, puis vous le mettez sur un plat. C'est extrêmement bon. Et c'est beau. Oh, ben nous, les autruches, ça fait maintenant 15 ans qu'on les a. Hein.
On en a fait naître, il a fait très froid, il a fait moins 15, elles ont résisté. Elles ont eu de l'eau jusque-là, elles ont résisté, elles ont eu la neige, elles ont eu la grosse chaleur. On a essayé de les enfermer au début parce qu'on ne savait pas trop comment ça fonctionnait. On les a enfermées, elles ont tout cassé pour pouvoir sortir. Et donc, c'est qu'elles veulent vivre dehors, quoi. Et vous aussi, vous aimez bien vivre dehors? Et ben voilà. Tiens. Avec ses autruches et les autres animaux de sa ferme, Bernard perpétue à sa manière la tradition agricole gardoise. Une tradition séculaire, symbolisée par ces constructions d'un autre temps, les capitelles. Des abris de bergers qui témoignent d'un étonnant savoir-faire paysan. Les dernières cabanes de pierre gardoises ont été sauvées par les membres d'une association, la confrérie des bâtisseurs en pierre sèche. En plein cœur d'un champ d'oliviers, ils se sont lancés un défi, bâtir une capitelle de la même façon que les anciens. Allez, on y va. C'est Maurice Roustan qui a rassemblé ces passionnés de la pierre sèche. En un mois, ils vont construire ici un édifice de 7 mètres de haut, 5 mètres de diamètre, qui va nécessiter 70 tonnes de pierre. Aujourd'hui, Maurice supervise une opération très délicate. La pose du linteau, une des pièces maîtresses de l'ouvrage. Doucement, là, stop. Descendez un peu peut-être, non? Descends un peu, Hugo. Tanque-toi, là. Didier, tanque-toi. Ah ben je me tanque. Allez, pose. C'est l'opération la plus périlleuse parce que c'est une pierre qui pèse 200 kg. Donc, il ne faut pas se manquer. Il faut qu'elle soit montée en douceur et posée en douceur aussi. Voilà. OK. Et pour éviter la rupture de la pierre, il reste encore une dernière étape à accomplir. Maurice et son ami Didier posent une des clés de voûte de la capitelle, un triangle de décharge. Attends, mets-la comme il faut. On ne regarde plus là-bas. À 79 ans, Maurice Roustan est la mémoire des capitelles du Gard. Il est le premier à s'être intéressé à ce patrimoine modeste. Il en a recensé près de 400. Vous avez travaillé combien de temps pour obtenir ce résultat? 32 ans. Ça en fait des crapahulés, je vous le dis. Les samedis et les dimanches. Qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre ce travail? L'amour de la pierre sèche. Hein. Voilà. Parce qu'on s'apercevait que c'était aussi une idée de préserver un patrimoine et le perpétuer. Et continuer à enseigner et à fabriquer ce qui était fait avant qu'on oublie. En préservant les capitelles et en restaurant certaines, Maurice perpétue le caractère des paysages gardois. Il conserve aussi le secret de ce qui fait leur beauté, la voûte. Elle est réalisée sans aucun mortier, selon une technique originale, l'encorbellement. À l'intérieur, chaque pierre déborde de la précédente, jusqu'à la fermeture complète de l'édifice. Un équilibre fragile, assuré par le contrepoids des pierres de l'extérieur. Pour transmettre cette technique ancestrale, Maurice a formé lui-même tous les membres de son équipe. C'est bon là. Ouais, mais je fais pas la cale qu'il faut. Viens pas, c'est ça. Ça va pas là. Attends. Je vais la mettre comme ça. Pierre après pierre, grâce à l'expérience de Maurice, le dôme de la capitale se dessine. Le chantier touche bientôt à sa fin. Et que tout le monde s'en aille. Hein. Allez.
Levez-vous tout le monde, recule. Entouré de ses amis, Maurice hisse la chape. Un bloc de 150 kilos, spécialement taillé pour coiffer la capitelle. Encore. Cette étape est le deuxième point fort de la construction. Elle est bloquée là? Oui. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Faut ouvrir à doucement. Voilà, plus de la moitié, qu'elle soit libre. Voilà, c'est bon. Voilà. Ce qui nous anime. D'abord, c'est d'être ensemble là. Oui, mais... C'est les 4 ou 5 couillons qui faisons de la pierre sèche, qu'on nous appelle comme ça. Alors, on se prénomme comme ça, puisqu'on nous appelle comme ça, les fadas. Allez, c'est bon. Donc, comme on a dit. C'est bon. Là-bas, peut-être une là, non? Non, ça, là, peut-être une là. Maurice, qu'est-ce que vous ressentez là? Vous venez de poser la chape, les trois. Ben, beaucoup de joie et de bonheur. Et on est près du bout. On a bientôt fini. Alors, c'est bon? On touche au but. On touche au but. Une étape primordiale. Ça veut dire que l'intérieur, on peut déjà y habiter. Et quelques jours plus tard, voici la capitelle terminée. Une sentinelle au cœur des champs d'oliviers. Après la chaleur du sud, le vert et la fraîcheur des contreforts du Massif central. Nous sommes à l'ouest de l'Ardèche. Ici, des habitants se sont mobilisés pour préserver un patrimoine emblématique de la région. Ces châtaigneraies cultivées depuis le Moyen Âge. Peu à peu abandonnées, elles ont été sauvées il y a 10 ans par la création du parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Nous sommes au printemps, les arbres sont en fleurs et les fruits seront mûrs à l'automne. Ils seront alors ramassés dans ces filets qu'Alexandre, Philippe et Patrice préparent pour la saison. Depuis quelques mois, les 3 hommes se sont associés pour reprendre cette châtaigneraie laissée à l'abandon. Plus de 15 hectares et 1000 arbres qu'il faut entretenir toute l'année. C'est bon les gars là? Allez, c'est bon. C'est bon. Ce matin, ils vont justement restaurer une construction devenue rare et pourtant indispensable à la survie des châtaigniers. Conduits par Alexandre, ils vont dégager une béalière, cette petite dérivation qui part de la rivière. On va essayer de s'enlever cette branche là. Et puis on va enlever 2 ou 3 cailloux, comme ça remettra un peu de puissance à la béalière. Alors une béalière, ça sert dans notre cas à irriguer les châtaigniers, mais pas que. Ça irrigue aussi des prés qui servent de fourrage pour les animaux. Creusés par les anciens, ces canaux d'irrigation en pierre permettent d'augmenter le rendement des arbres. Là, il y a une sacrée fuite, hein, donc on la bouche. Nos châtaigniers, ils ont toujours eu l'habitude d'avoir de l'eau depuis des générations. Et si aujourd'hui on leur enlève l'eau au pied des arbres, ça peut entraîner la mort de l'arbre. Depuis des siècles, les béalières forment un réseau complexe de plusieurs kilomètres de long. En suivant la pente, elles coulent de parcelle en parcelle, sur tout le versant de la montagne, avant de retrouver la rivière en contrebas. Avec les terrasses, elles constituent un paysage typique de la région. On a la chance qu'on nous ait transmis ce beau patrimoine et on essaye de le conserver au maximum. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de béalières en Ardèche. Pour mettre en valeur ce patrimoine oublié, Alexandre travaille avec une amie. Amoureuse de sa région, Mireille Duvernois organise des randonnées pour faire découvrir la châtaigneraie au public. Nous allons enjamber la béalière, faites attention de ne pas glisser.
Une caractéristique de ce pays, la Cévennes ardéchoise, c'est le dénivelé. Nous sommes à 450 mètres et au plus haut, nous sommes à 1400 mètres. Et on voit que ce dénivelé a été découpé en terrasses pour pouvoir cultiver. Ces terrasses sont un élément clé de la prospérité de ces vallées. Elles ont permis aux hommes de survivre dans ce pays rude. Mais aujourd'hui, peu d'entre elles sont encore entretenues et c'est tout un paysage qui risque de disparaître. Il y a donc sur toute l'Ardèche à peu près 80% des terrasses qui sont abandonnées, qui s'effondrent, qui sont recouvertes par la végétation et qui ne sont plus exploitées. Donc il reste très peu de terrasses exploitées en Ardèche. Il est important de les sauvegarder. À travers ces actions de sensibilisation, Alexandre et Mireille espèrent transmettre leur passion pour cette région et participer à la conservation de ce patrimoine. Une sauvegarde qui demande parfois à prendre de la hauteur. Toute l'année, Alexandre et ses amis travaillent à la remise en état de cet immense verger. Comme la plupart des arbres fruitiers, l'élagage des châtaigniers permettra d'obtenir des fruits plus gros et en plus grand nombre. Attention, je suis dessous. Hein. Ouais. On en profite toutes les années pour élaguer des parties de châtaigneraie. On stoppe entre guillemets la production pendant une période. Il élague un carré de châtaigneraie et puis 4-5 ans après, on repose des filets pour éventuellement ramasser dessous. Ce qui nous permet de tout le temps renouveler nos châtaigneraies. Historiquement, ça a nourri des générations. On a parlé aussi de l'arbre à pain. C'était un peu la céréale du coin. Les gens se nourrissaient les bêtes, etc. Aujourd'hui, les producteurs d'Ardèche ont réussi leur pari. Ils sont les plus gros producteurs de France et ils ont fait de leur châtaigne un produit d'exception. Alors là, on est sur de la petite pourrette de Val-Gorge qui fait partie des 65 variétés référencées dans l'AOC châtaigne. C'est une châtaigne d'appellation d'origine contrôlée. Alors là, on va les éplucher, les trier et après on va les passer au moulin pour en faire de la farine. Pendant des générations, les cultivateurs ont sélectionné des espèces différentes pour obtenir une diversité de saveurs. Certaines, comme les petites pourrettes d'Alexandre, ne sont produites que dans cette vallée. La pourrette est une variété idéale pour la farine. L'occasion pour Alexandre de laisser libre cours à sa seconde passion, la cuisine. Il a récemment ouvert une table d'hôte pour faire découvrir les saveurs de la châtaigne. J'essaye par la table d'hôte de cuisiner la châtaigne de façon salée parce que souvent on assimile ce fruit plutôt à du sucré. Et puis ça permet à travers les recettes aussi de faire passer un message aux gens et de leur dire que la châtaigne c'est pas qu'un fruit d'hiver. Au menu de ce soir, une de ses spécialités, le pâté de châtaigne aux olives vertes. Pour ses convives, c'est une première. Le secret, il est derrière. Tout au long du repas, Alexandre enchaîne les surprises jusqu'au dessert qu'il compose entièrement à base de châtaigne. Alors c'est des petits biscuits 100% châtaigne, glace à la farine de châtaigne et panna cotta fait avec de la crème de châtaigne. Les biscuits de votre fabrication. Oui, tout à fait. Et ça, c'est une petite guimauve à la châtaigne aussi. C'est incroyable parce que ça a vraiment le goût, juste avec de la farine. C'est impressionnant. Et là, on découvre voilà, tout un panel de saveurs que je soupçonnais même pas. Et de consistance aussi. Et de consistance, ouais. Vraiment super. Mais
Très diététique. Manger de la châtaigne. Le moment où je l'apprécie le plus, la châtaigne, c'est peut-être au moment de la récolte. Parce que souvent, au moment de la récolte, le midi, on rentre pas manger et on se fait un petit feu et on se fait griller quelques châtaignes. Et ça, c'est des vrais moments de bonheur, quoi. C'est peut-être à ces moments-là que je l'apprécie le plus. Voilà. Avec ses amis, Alexandre développe aujourd'hui toute une gamme de produits salés à base de châtaigne. Un moyen supplémentaire pour lui de promouvoir la petite pourrette ardéchoise. Notre voyage se poursuit dans le sud de l'Ardèche. Au contrefort des Cévennes, dans un paysage de calcaire, le village de La Baume. Coincé entre des falaises millénaires et la petite rivière qui porte son nom, La Baume abrite un patrimoine étonnant. Des jardins suspendus, aménagés verticalement dans une falaise de plus de 200 mètres de haut. Aujourd'hui, ces aménagements uniques en France sont sur le point d'être restaurés grâce au travail des membres d'une association. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc on va s'organiser de la façon suivante. Cédric et Pierre, vous prendrez la débroussailleuse, vous ferez les 2 petits jardins qui sont en dessous, là où il y a les plantations de figuiers. Pour Jean-Claude Fialon, ces jardins sont une véritable passion. Depuis 2007, une fois par an, ce facteur rassemble une trentaine d'amoureux de ce site magnifique pour une grande campagne de débroussaillage. Voilà en gros pour le travail de ce matin. Bon ben voilà, donc tout le monde a ses tâches, prenez le matériel et on va sur le terrain et c'est parti. Ça n'a jamais été débroussaillé là aussi. L'objectif de ces 2 jours de travail, nettoyer toutes les parcelles. Pour atteindre les jardins les plus bas, des escaliers, des rampes et même des passages couverts ont été aménagés à même la roche. Faites attention parce que c'est glissant, après ça ira mieux, ça se stabilisera. Tous les jardins de La Baume ont été créés dans les creux naturels des reliefs de la falaise. Donc Daniel, il faut que tu t'occupes du haut, hein, il faut tout couper, il n'y a plus rien qui reste. Le but recherché, c'est de bien dégager pour que la perspective soit propre, nette, et afin de commencer des travaux de restauration, cet angle de mur, qui est fort intéressant parce qu'il dégage le passage, qui est un passage avec des escaliers dans la roche pour ressortir au pied de la roche. Bon, on y va, chacun a sa tâche. Ça, c'est des élantes, c'est un fléau, ça pousse sans arrêt. Plus on en coupe, plus il en sort. Moi, Jean-Claude, c'est une véritable opération commando. C'est tout à fait une opération commando. C'est le sens du terme exact, c'est vrai. Je te la passe. Hein. L'enjeu est quand même intéressant. Parce qu'après, on verra quand on aura fini, l'aspect patrimonial est remarquable. Tous ces jardins sont dus, on va dire, après la Révolution. Donc il y a eu un boom démographique en France et l'Ardèche n'y a pas échappé. Donc il a fallu nourrir toutes ces bouches nouvelles qui arrivaient. Et le problème sur la Baume, c'est qu'on va dire, en exagérant un peu, 95% du territoire sont complantés que de roches, de caillasses, de pierres et tout ça. Donc c'est pas bien productif. Donc il fallait qu'ils fassent preuve d'ingéniosité, les anciens. C'est ce qu'ils ont fait. Donc ils ont conquis du territoire sur la roche, sur les falaises. Jean-Claude, tu peux pour la tronçonneuse? Pierre et Cédric, vous descendez avec la débroussailleuse, hein, là? Ok. Aujourd'hui, l'objectif de Jean-Claude et des bénévoles est de dégager la falaise des arbres qui l'ont envahie. Pour cela, il a fait appel à Mathieu Morveran, un jeune professeur d'escalade. Mais l'opération est délicate
car la rivière qui passe juste en dessous est très fréquentée. Jean-Claude! Ouais! Il faudrait quelqu'un en bas, là! On coupe le gros arbre, là! Hein. Ouais, c'est bon, vas-y, Mathieu! La voie est libre! Attention en bas! C'est bon en bas? Il faut s'imaginer ces jardins suspendus complètement dégagés de toute végétation, cultivés, puisque c'était des surfaces de culture. On y accédait par des types escaliers sous roches ou en vire. Et donc ces arbres ont envahi l'espace, un petit peu décellé parfois certaines pierres. Et donc le but de l'opération étant de remettre les jardins suspendus dans leur état original, eh bien on doit enlever absolument toute cette végétation qui envahit l'espace. Donc on est obligé de procéder au nettoyage intégral des terrasses. Pour les bénévoles, s'engager ici est un privilège. Ce qui me plaît dans ce genre d'activité, c'est surtout, je veux dire, de retrouver ce que faisaient les anciens, parce que chaque débroussaillage amène une découverte. Que ce soit sur les jardins suspendus, sur la falaise, ou sur d'autres secteurs de la Beaume, je veux dire, le fait de dégager, puisque si on repart 50 ans ou 60 ans en arrière, il faut quand même savoir qu'il n'y avait aucune végétation sur les sites. Il y avait les chèvres qui broutaient, les paysans, les anciens, cultivaient, parce qu'il fallait manger, c'était quand même pas des riches cultures. Et le fait de retrouver, je veux dire, cet habitat, moi ça me passionne, c'est ma passion, et je ne peux la retrouver que dans des régions comme ça. Le lendemain, Jean-Claude Fialon vient inspecter les terrasses. L'occasion pour lui de redécouvrir toute la richesse et les particularités du site. Alors là, ça a changé, oui. Depuis qu'on a bien débroussaillé tout ça, ça a remis en valeur tous ces murs, ces structures, ces terrasses. Mission accomplie pour Jean-Claude et son équipe. Les contours de chaque jardin se dessinent maintenant très clairement, faisant apparaître toute l'ingéniosité des paysans bâtisseurs de la Beaume au XIXe siècle. De ce promontoire, il va pouvoir admirer les murs constitués de gros blocs posés aux limites du vide. Alors là, on est en présence de ce mur qui est remarquable. Il est construit en arc de cercle. Donc là, ça rappelle les constructeurs des cathédrales, justement. Et ça accroche bien que les Labaumois étaient avant tout carriers et paysans aussi. Un peu plus bas, une autre bonne surprise attend Jean-Claude. Ah, mais là, c'est intéressant parce que le débroussaillage a justement dégagé ces deux belles voûtes. Ce qui est particulier, c'est que quand même, les voûtes sont quasiment plates. Certes, elles sont autobloquées par les rochers qui en face. Ils sont allés construire des jardins là, sur cet petit espace pour récupérer un jardin grand comme un mouchoir de poche. Quand les jardins seront entièrement restaurés, l'association espère les ouvrir au public. Retour dans le parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Voici l'Ardèche verte, le pays de l'Eyrieux. Une succession de crêtes et de vallées encaissées. Une région enclavée où les hommes se battent pour conserver une activité attachée à ces montagnes depuis toujours, le travail de la laine. Julien Valade est l'un des derniers tondeurs de moutons de la région. Chaque printemps, il sillonne ces petites routes pour récolter leur toison. Je vais chez Pierre Vidal, qui est éleveur de moutons à Saint-Pierreville. Il a 200 moutons à faire tondre. Voilà, c'est les premiers jours de la saison. On
On commence début mars pour tourner à peu près 25 000 brebis sur l'ensemble du département. Les moutons qu'élève Pierre Vidal sont des blancs du Massif central, une race réputée pour sa robustesse et la qualité de sa laine. L'éleveur fait tondre ses bêtes une fois par an et pour assurer un travail de qualité, il les rassemble dans un enclos. On les serre pour qu'elles se réchauffent, c'est-à-dire pour qu'elles transpirent en fait. Donc elles vont dégager une graisse qui est le suin qui est dans la laine et qui va faciliter le travail du tondeur. Pour faciliter ce travail, Julien dispose d'un équipement particulier. Alors ça, c'est des chaussons spéciales tonte, en feutre. Et pour avoir presque la même sensation que si on était pieds nus, mais quand même avec une protection. On a mieux de stabilité sur la planche de travail et ça permet de sentir où en est la brebis avec les pieds. Pour tondre vite et bien, Julien effectue une série de passes dans un ordre précis. Il déshabille l'animal depuis le cou jusqu'aux pattes arrière. En 3 minutes, il obtient une toison comme celle-ci. C'est un métier quand même assez dur, pénible physiquement. Déjà d'une part par la position. Quand c'est la saison, c'est tous les jours. Donc même quand on est fatigué, il faut y aller. Donc je pense vraiment que c'est plus qu'un métier, c'est une passion. Un métier relancé dans la région grâce à une petite entreprise qui a su conserver ici la tradition de la laine. Pour un éleveur, la laine, c'est 2% de notre revenu. Mais n'empêche qu'il faut tondre chaque année, sinon les toisons se feutrent. Et donc Ardelaine, là-dessus, nous amène 2 services qui sont très importants. C'est le premier, d'avoir des tondeurs de qualité et professionnels. Et le deuxième, qui est plus rare, c'est de collecter les laines. Parce qu'en fait, les éleveurs ont du mal à vendre leur laine. Relancer la filière des laines ardéchoises, c'est le défi que se sont lancés il y a 30 ans les fondateurs d'Ardelaine. Ils se sont installés dans ce village isolé, à Saint-Pierreville, où ils ont repris une filature fermée dans les années 60. Gérard Barras est l'un des artisans de cette renaissance. C'est lui qui a restauré cette machine qui date de 1921. Et le problème qu'on a, c'est que ce sont des machines qui n'existent plus pratiquement. Et donc on est obligé quelquefois de refaire des engrenages, des supports. C'est l'adaptation, un peu comme les voitures de collection, où on est obligé de refaire les pièces et puis de faire en sorte... Par contre, nous, ça ne sera pas pour la collection, c'est pour produire. Donc il faut que ça soit nickel pour la production. Aujourd'hui, Ardelaine est la seule filature traditionnelle d'Ardèche à travailler la laine sur une machine classée monument historique. Cette vieille mécanique carre de la laine pour confectionner ces voiles qui serviront à la fabrication de couettes et d'oreillers. La chose qui est intéressante, c'est qu'en fait, c'est le maintien du savoir-faire. Ardelaine est dans la situation d'avoir prolongé du savoir-faire parce qu'on a pris l'histoire juste au moment où il disparaissait et nous, on est les transmetteurs de ce savoir-faire. Un savoir-faire qui fait vivre aujourd'hui 45 personnes et qui perpétue la tradition du matelas de laine. Nous retrouvons Julien, qui, entre 2 séances de tonte, se charge de leur confection. Alors ça, c'est un petit matelas, il faut compter environ, je dirais, entre 20 et 25 moutons. Là. Voilà, après, ce qui est délicat, c'est qu'on sent la densité de la laine uniquement avec les mains. Comme dit l'expression, il faut avoir des yeux au bout des doigts. En réalisant à la main des produits de qualité, l'entreprise a gagné son pari. Les produits fabriqués ici se vendent dans toute la France.
Donc là, on est à l'étape du serrage. Donc c'est la toute dernière étape avant que le matelas soit emballé. C'est aussi l'occasion de vérifier s'il n'y a pas de creux trop important à des endroits. C'est vraiment la dernière vérification avant emballage. Voilà, c'est aussi une étape assez importante. Cette aventure a mobilisé tout un village derrière Gérard et sa femme Béatrice. Bonjour. Bonjour. Jamais on n'aurait pu imaginer que ça prenne cette dimension-là. On espérait que ça fasse quelque chose de beau, quelque chose de gai, quelque chose d'intéressant et qui permette aussi une économie locale. Mais là, on a largement dépassé nos espérances. Ouais. Grâce à la filature, le petit village de Saint-Pierreville connaît une nouvelle vie. Un exemple réussi d'économie rurale pour maintenir vivant le patrimoine et les savoir-faire de ces vallées reculées. L'Ardèche n'est pas seulement réputée pour ses paysages exceptionnels de montagnes, de falaises et de rivières. Partout, l'eau a façonné une œuvre invisible. Sous ces champs d'oliviers s'ouvre un monde insoupçonné de réseaux souterrains et de grottes. La plus spectaculaire, la veine d'Orniac. C'est ça qui est fou, non ? Stéphane Tossino est un des guides de la grotte. Aujourd'hui, il équipe Noé Verger, un jeune en formation, pour un extraordinaire voyage dans les profondeurs de la Terre. Ensemble, ils vont explorer une partie de la cavité fermée depuis 30 ans. T'es prêt ? Ouais. Allez. Voilà, le tunnel d'accès. Une aventure qui commence comme toutes les visites de la veine d'Orniac, par cet escalier creusé dans la pierre. Cette grotte a été explorée pour la première fois par une équipe de 5 spéléologues, dirigée par Robert de Joly il y a 75 ans. Donc voilà, l'entrée naturelle. Ça, c'est la seule et unique entrée naturelle qu'on connaisse sur les 4 km de réseau. C'est par là que Robert de Joly est descendu le 19 août 1935. À l'aide d'échelles de corde à l'époque. Un gouffre de plus de 80 mètres. Et c'est depuis la salle de Joly qu'on va sortir du béton des marches et des rampes. On va aller se balader dans les nouveaux réseaux d'Orniac et Issirac. Classée grand site de France, la veine d'Orniac est composée de 4 immenses salles reliées entre elles par des galeries. Une succession de nefs de plus de 70 mètres de haut. Depuis qu'il travaille ici, Stéphane veille sur ce patrimoine naturel remarquable. Ensemble, les 2 spéléologues vont maintenant pénétrer dans la partie non aménagée de la grotte. Hop, les 3 tueurs. Je vais te laisser le sac, Noé. Tu me le passes quand je suis de l'autre côté, s'il te plaît. Merci. Ok. Alors ici, on est arrivé dans le début du 2e réseau, donc qui a été découvert à partir de 1965. Ce sont les réseaux non aménagés d'Orniac-Issirac. Aujourd'hui, on va aller jusqu'au plus profond de la cavité, dans le réseau 4, qui lui est une zone en protection intégrale, dans laquelle on n'est pas allé depuis très longtemps. Et l'idée, c'est d'aller voir un peu comment s'est comportée la cavité pendant tout ce temps où on n'y était pas, quoi. Voilà. Cette partie de la grotte est ouverte uniquement aux spéléologues amateurs qui veulent retrouver les émotions des premiers explorateurs. Ici, monumental et finesse se côtoient en permanence dans la plus grande harmonie, au cœur de véritables cathédrales souterraines. Ça y est, Noé, on est à l'orfèvrerie. Regarde, ici c'est un endroit que j'aime beaucoup parce que à la fois c'est gros et à la fois tu peux aller dans tout le petit détail. Très petit détail. Alors le panneau le plus riche en excentrique, il est derrière. Tu fais gaffe à ta tête, s'il te plaît.
Et viens voir. Regarde. Sous les yeux de Noé se déroule un spectacle étonnant, celui de la naissance des excentriques, ces concrétions formées par le ruissellement de l'eau. Les excentriques défient les lois de la pesanteur en poussant en oblique, à l'horizontale et parfois même vers le haut. Ici, on dirait une espèce de mikado. Il y a une densité d'excentriques là, c'est vraiment très très dense. Et c'est curieux parce qu'on dirait que ça part un peu, ça fait un peu n'importe quoi. En fait, l'orientation de l'excentrique est dictée par la structure cristalline de la calcite. Si tous les cristaux s'emboîtent les uns les autres face contre face, sans contrainte, l'excentrique peut partir un peu dans toutes les directions. Il y en a qui font des boucles, ça remonte, ça descend. Regarde celle-ci, elle remonte complètement. L'orfèvrerie, ça porte bien son nom. C'est énorme, quoi. C'est énorme. D'imaginer que c'est sous nos pieds, voilà, c'est grandiose. Noé n'est pas au bout de ses surprises. La grotte est encore loin de lui avoir révélé toutes ces merveilles. Ils arrivent maintenant dans la salle des sabres. C'est un des endroits qui ont contribué un peu à la notoriété des réseaux. C'est voilà, c'est à la fois... c'est pas énorme, quoi, mais c'est très différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, tu as vu? Et puis ce qu'il y a de sympa ici, c'est qu'on peut vraiment s'approcher très très près, tu vois, on peut voir les excentriques sans aucun problème. Et est-ce que tu sais en combien d'années ça s'est formé? Combien de temps il faut pour former ça? Ouais. La seule façon de savoir l'âge d'une concrétion, c'est de prélever de la matière et de l'analyser. Donc on sait dater les concrétions, mais ici, ça n'a pas été fait. Tu fais attention à gauche, Noé, il y a des sapins d'argile. Tu sais, des formes d'érosion qui sont liées à l'eau qui tombe des plafonds. Infiltration. Ça glisse. Après 4 heures de progression, les 2 guides sont presque arrivés à destination. Mais avant de rentrer dans le dernier réseau, une étape s'impose. On va se changer ici. Regarde un peu dans l'état où on est. T'as vu ça? Ici, il faut se changer complètement parce qu'on a traversé une partie de la grotte où on est souillé d'argile de la tête aux pieds et on arrive maintenant dans un endroit où il n'y a pratiquement plus d'argile. Donc on ne pourrait pas aller sur les coulées de calcite avec les bottes et les combinaisons aussi sales que ça. On salirait d'argile de partout. Les 2 hommes attaquent maintenant la partie de la grotte laissée vierge depuis 20 ans. Pour Stéphane et Noé, c'est une première. Regarde ça un peu. T'as vu les contrastes de couleurs là? T'as du rouge et du vert en même temps, c'est sympa. L'eau, c'est toujours sympa, ça apporte quelque chose de toute façon, de la qualité. Puis si tu éclaires un peu plus les parois, tu vois, on a l'impression que ça se reflète dans l'eau. Alors, c'est pas une rivière souterraine, hein. La rivière souterraine, c'est beaucoup plus impétueux, mais là, c'est calme, c'est zen. Ça donne une bonne ambiance, je trouve. Ils découvrent un spectacle rare. L'eau de la grotte a effacé toute trace du passage des hommes. C'est un espace totalement préservé qui s'offre à leurs yeux. Spectaculaire, hein? Grandiose. C'est un choc, hein? C'est complètement dingue de voir autant
de concrétionnement et autant de volume, j'avais même pas imaginé ça possible, moi. Avec ma petite culture de spéléo, de gratteur, de fouineur, et puis de petite culture de spéléo classique, des grottes, j'en ai visité, mais celle-ci, j'ai pas d'élément de comparaison avec une cavité pareille. Voilà. Ces splendeurs de calcaire sont un témoin précieux du travail de l'eau, qui, depuis des milliers d'années, sculpte la grotte avant de ressortir à l'air libre. Notre voyage nous emmène maintenant en Camargue gardoise, au sud de Nîmes. Une mosaïque de marais et de rizières traversée par le canal du Midi. Au cœur de cette vaste étendue d'eau et de roseaux, un sanctuaire naturel unique en France, la réserve régionale du Scamandre. Chaque année, des centaines d'oiseaux migrateurs y font escale. Jérémia Petit est conservateur de la réserve. Il est accompagné aujourd'hui de Clément, un jeune stagiaire. Dès le début de la période de reproduction, ces passionnés d'ornithologie inspectent la colonie d'ibis et de hérons. Ici, les oiseaux trouvent des conditions idéales pour mettre au monde leurs petits. Première des spécificités de la colonie, c'est qu'elle est très très grande. Les plus grosses colonies, toutes espèces confondues, c'était 2000 couples à peu près. Et ici, on est monté jusqu'à 5000 couples. Donc elle est vraiment très très importante. Ça, c'est une première particularité. Il y a toutes les espèces de hérons arboricoles qui s'y reproduisent à l'intérieur. Deuxième particularité. Et surtout, depuis 2006, il y a une espèce récemment arrivée en Camargue qui s'est installée, l'ibis falcinelle, qui a commencé à se reproduire ici et c'était son seul site de reproduction en France. Ces trois raisons font que cette colonie est vraiment exceptionnelle. Grâce au travail de protection de Jérémia et de ses équipes, la population d'ibis falcinelle a été multipliée par 20 depuis 2006. Ils vivent en parfaite harmonie avec les hérons arboricoles. Les oiseaux installent leur nid dans ces arbres et plusieurs dizaines de poussins voient le jour chaque année dans la réserve. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Jérémia Petit. Il est accompagné de l'ornithologue Yves Kayser et de son assistant Thomas Blanchon. Leur mission, mener une opération délicate en plein cœur de la colonie. Ils vont capturer les derniers poussins qui n'ont pas encore été bagués cette année. L'âge idéal pour baguer les poussins, c'est 20 jours. Au-delà de 20 jours, ils deviennent très agiles, ils sont quasiment volants et donc là, on ne peut plus les attraper. Là, c'est du sport après. Ouais, c'est très sportif. Okay. Ces poussins-là, ils sont trop grands. Ils ne sont pas bagués, mais ils sont trop grands, on ne peut plus les attraper, ils sont quasiment volants. Pour trouver les poussins qu'ils cherchent, les trois hommes se lancent dans une véritable traque. J'ai regardé s'il y avait un nid d'ibis dans le tamaris, là, avec des poussins qu'on aurait pu capturer. La recherche continue.
Donc là, il y a un nid d'ibis fractionnel avec normalement 3 poussins qu'on va essayer de capturer pour les baguer. L'équipe doit maintenant agir très vite, avant que la panique ne s'installe. Pour empêcher les oiseaux de fuir, ils encerclent le buisson. Mais 2 des oisillons parviennent à s'échapper. Heureusement, Thomas réussit à en attraper un. Le DB 113 049. Le jeune ibis est particulièrement sensible au stress. Les manipulations peuvent le blesser. Yves Kayser doit prendre toutes les précautions pour le baguer. L'ornithologue procède ensuite à un examen méthodique du poussin. 5 le torse. Après la longueur et l'épaisseur de ses pattes, le poids, dernière opération avant que l'oisillon ne soit relâché. 550. En fait, ça nous permet de mesurer la condition corporelle des poussins, donc de savoir s'ils sont en bon état physique. Et celui-là, il a l'air en très bon état. Il est proche de l'envol aussi. Afin de mieux protéger cette faune exceptionnelle, les équipes de la réserve ont choisi de la montrer au public. Des passerelles ont été spécialement aménagées pour les visiteurs et des sentiers permettent de s'y promener librement. Des safaris photos sont aussi organisés. Un moyen original de découvrir la richesse de ce milieu naturel. Simon Baudouin est un des animateurs de la réserve régionale. Regardez, vous avez une spatule blanche juste là. Hop. Et finalement, c'est tout un groupe de spatules qui passe devant les objectifs. Pour un observateur averti qui vient sur la réserve naturelle, qui connaît déjà un peu les oiseaux, il peut arriver en une matinée, s'il arrive un peu de bonne heure, à voir une quarantaine d'espèces à peu près, dans les bons jours. Après, sur la totalité de l'année, depuis que la réserve existe, on a comptabilisé à peu près 170, 175 espèces. Donc ça peut être des raretés, des oiseaux qui se sont perdus, des oiseaux juste en migration. Ce qui me plaît le plus ici, c'est vraiment le partage avec les gens qui viennent visiter ce patrimoine, qui viennent découvrir la réserve naturelle. Parce que c'est en le faisant découvrir qu'on va arriver à sensibiliser les gens et à continuer cette protection. Nous, on n'est pas éternels. Il faudra bien que les gens, petit à petit, de génération en génération, continuent à protéger ce patrimoine. Sous les yeux des photographes, le ballet d'un martin-pêcheur. Le défilé des oiseaux emblématiques de la réserve du Scamandre. Et la partie de pêche de la Grande Aigrette. Quant à notre jeune ibis, dans quelques jours, il prendra son envol pour rejoindre les rivages de l'Afrique. Retour au pont du Gard.
si l'édifice fait rêver les visiteurs du monde entier, il est aussi une source d'inspiration pour un artiste de la région qui va en faire la star d'un événement exceptionnel. Benja, ton arrivée, tu l'as fait au centre. Christophe Bertonneau est le directeur artistique du groupe F, une compagnie de spectacles pyrotechniques. Mais c'est aussi un enfant du pays qui a grandi à l'ombre du monument. C'est pour cela qu'il a choisi cet emblème de sa région pour sa nouvelle création. La spécialité du groupe F, un mélange de technologie moderne associé à la puissance des feux d'artifice. Ce que les gens attendent, c'est une illusion, c'est de la magie, c'est un souvenir, c'est une mémoire. Parce que dans un cadre comme ça, c'est quand même la scénographie qui va déterminer la qualité du spectacle. Des spectacles qui métamorphosent depuis 10 ans les plus beaux sites de la planète. Comme les jardins de Versailles, transformés chaque été depuis 2007 par la magie des flammes et des habits de lumière créés par Christophe Bertonneau. Le design des costumes lumineux et des effets spéciaux du nouveau spectacle de Christophe sont élaborés ici, dans son QG, tout à côté du pont du Gard. C'est un des endroits où on bosse. On bosse dans l'espace qu'on a, puis on est bien ensemble. Donc là, on a Anne Williams et puis Pascal qui sont en train de travailler sur notre Monsieur Loyal. Donc ils sont en train de faire des ajustements pour que quand il parle, sa mâchoire bouge. Donc tous les personnages au groupe F sont des personnages qui sont porteurs de leur lumière, c'est-à-dire ils sont rayonnants. On ne travaille jamais, nous, avec des lumières qui éclairent des choses. Christophe règle maintenant une scène censée détruire le pont du Gard à l'aide de projections de vidéos créées selon son imagination. Ouais, on a l'impression qu'il a un précipice, parce que là, quand il saute, c'est super rigolo, mais là, faut qu'il... Donc là, on est en train de régler la séquence de Brendan, qui en fait de l'escalade sur les restes d'un pont à moitié détruit. Il va arriver en haut, il va faire un premier saut au-dessus d'une fissure, et il va faire un deuxième saut, il va se casser la figure. Et il se récupère en fait avec des ailes de feu d'artifice, et il atterrit gentiment dans la plaine. Pour réaliser les séquences élaborées par Christophe, une équipe de 60 techniciens s'active au pied du pont. Pour le sublimer, comme les jardins de Versailles, les artificiers installent sur la canalisation des dizaines de tubes pyrotechniques. Les comédiens acrobates, qui seront plus tard vêtus de leurs costumes de lumière, entrent en scène. Ils répètent leurs périlleux numéros sous les yeux des visiteurs. Le pont est en train de devenir une impressionnante scène de théâtre verticale. Une manière pour Christophe d'exprimer son attachement pour ce géant de pierre. À chaque fois que tu envisages le site du pont du Gard, c'est un ensemble, c'est-à-dire le rapport entre le croisement des eaux, puisque c'est l'aqueduc qui passe au-dessus de la rivière, et on est tout le temps dans 3 dimensions ici. C'est peut-être des endroits où tu as le plus cette espèce de profondeur de champ tout le temps, systématiquement. Et donc c'est lui et le site et lui en permanence. C'est cette résonance qui fait ce lieu. Travailler sur un monument classé impose des règles strictes. Tout est fait pour que les installations ne laissent aucune trace et que l'édifice reste intact. Rachel est dans le système. La comédienne Rachel Cronier connaît bien le pont, mais plutôt vu d'en bas. À 80 mètres au-dessus de la rivière, elle s'apprête à répéter le saut dans le vide qu'elle devra faire en pleine nuit pendant le spectacle. Tu fais ça souvent, Rachel? Souvent non, mais ça nous arrive, ouais. Ok. Et sur le pont du Gard, c'est la première fois? Sur le pont du Gard, ouais, c'est la première fois. Et ça fait quoi? On est con, des fois. Des fois, on se dit, pourquoi je suis pas restée chez moi Non, mais c'est très chouette. On a toujours... ça nous est arrivé d'avoir des trucs comme ça. On se dit toujours, putain, c'est normal, ça fait un peu peur. Puis après, une fois qu'on y est, c'est génial, quoi.
Enfin, si j'étais à la place des gens en bas, je râlerais de ne pas y être, en tout cas. C'est sûr. Ouais. Rachel, t'es prête? Ouais. Allez, lève les jambes. La difficulté pour Rachel, vaincre son appréhension et trouver la position idéale pour descendre le long de la tyrolienne. La patate. Ça, c'est pas bien. Rachel. Quoi? En fait, fallait que tu lèves les jambes pour pas jamais lâcher ta tension. Le premier essai n'est pas concluant. Il y a un problème de comédienne qui n'ose pas faire le dernier pas et qui se retient. Sauf que le chariot, il l'attend pas. Voilà, premier essai technique. Maintenant, il va falloir allier l'artistique à tout ça. Là, c'est un peu moins notre domaine. Donc c'est là que le metteur en scène va nous dire maintenant, c'est trop rapide, trop lent, pas assez majestueux. Donc on va s'adapter, mais la technique fonctionne. Après 6 jours de préparation, le groupe F est prêt. Les premiers spectateurs arrivent et s'installent au pied du pont. Citoyens du Gard, à vous de juger. Le thème du spectacle du groupe F, ce sont les jeux. Jeux du cirque, jeux vidéo, jeux interdits, jeux de l'Olympe. Fidèles à leur tradition de théâtre de rue, les comédiens évoluent dans le public, vêtus de leurs habits de lumière. Pendant 1 heure, les sorciers du feu vont transformer le géant de pierre et la vallée qui l'entoure en un gigantesque terrain d'illusion. Ils vont réinventer le pont du Gard.